Plus de 130 ans auparavant, une petite communauté de pionniers dans une vallée isolée du nord de l'Arizona a plongé dans un véritable chaos meurtrier, marqué par des embuscades et des massacres. Lors de la guerre de Pleasant Valley, qui a duré 5 ans, des agents de la loi, des raids Apaches, des groupes de vigilantes et des ranchers ont éliminé 18 individus et en ont blessé 4. Cependant, il existe tant d'autres éléments à découvrir sur les actions réelles des Apaches pendant l'ère du Far West. Bienvenue dans l'histoire de Tangye, un historien de renom, Paul Andrew Hutton, qui aborde également les Apaches dans sa chronique emblématique « Les guerres Apaches », transporte ses lecteurs à cheval, à travers le cœur de ce que les Mexicains et les Espagnols d'autrefois désignaient comme l'Apacheria. Cette vaste région, habitée par le peuple Apache, s'étendait de la rivière Arkansas aux États du nord du Mexique et du Texas central, à travers le Nouveau-Mexique, jusqu'à l'Arizona central, gardée par des bandes de guerriers Mescaleros et Chiricahua, aguerris et insaisissables. Vous traversez le Rio Grande avant de pénétrer dans la redoutée chaîne de montagnes Sierra del Diablo. Au fil de votre avancée, votre cœur bat d'excitation et d'attente, attiré vers ce monde sauvage peuplé de guerriers redoutables et de paysages à couper le souffle. Vous visualisez intensément ce terrain inhospitalier avec ses paysages désolés, ses montagnes rocheuses et ses déserts impitoyables. Chaque sentier, chaque rocher et chaque cactus semble dissimuler un danger, qu'il s'agisse d'une flèche, d'une balle de Winchester ou de quelque chose d'encore plus terrifiant. Lorsqu'il est question des Apaches, en particulier quand on se retrouve face à eux en pleine bataille, il est toujours considéré comme prudent de garder une balle pour soi, car être capturé par les Apaches serait le dernier des patelins. C'est également ce dont parle Hutton. Être fait prisonnier par les Apaches n'était décidément pas souhaitable. L'œuvre de Hutton représente une contribution significative au patrimoine littéraire autochtone, incluant Once They Moved Like the Wind de David Roberts, 1994, The Apaches, Eagles of the Southwest de Day E. Worcester, 1992, L'histoire de la vie de Geronimo, telle que racontée à S.M. Barrett, 1906, et bien entendu, la série de bandes dessinées Blueberry, qui relate les aventures de Mike Steve Donovan, alias Blueberry, au cours de ses périples à travers le Far West. Hutton retrace avec soin la longue histoire des affrontements violents entre la nation indigène résiliente et les Espagnols, les Mexicains et les Américains, atteignant un apogée avec une guerre tragique. Le livre est riche en détails saisissants dignes de John Ford, comme Nantan Eklaten, un terme péjoratif utilisé par les Apaches pour désigner les soldats inexpérimentés, signifiant un lieutenant brut et innocent. Cette description explore l'histoire complexe des raids Apaches incessants et des représailles qui s'en sont suivies, où un enlèvement prend une place centrale. Ce demi-siècle de conflit a été témoin de trahison, de soif de vengeance et de déplacements forcés vers des réserves arides sous le contrôle d'agents corrompus. Mais pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Et pourquoi les Apaches sont-ils jugés si impitoyables? En 1861, un jeune garçon blanc prénommé Felix Ward, qui serait plus tard connu sous le nom de Mickey Free, a été enlevé par des Apaches Arabipas lors d'un raid sur le ranch de sa famille. Cet enlèvement a déclenché une succession d'événements qui allaient finalement déterminer le sort des terres Apaches. L'histoire de Mickey m'a toujours fasciné, écrit Hutton. Il était un individu tiraillé entre deux mondes et civilisations en constante opposition, se retrouvant perplexe et vivant une véritable crise d'identité. Mickey Free a été élevé comme un Apache
mais personne dans l'un ou l'autre des mondes ne lui accordait sa pleine confiance. Malgré cela, les deux camps avaient besoin de lui en tant que guide, éclaireur et interprète pour l'armée des États-Unis. En tant qu'orphelin européen élevé aux États-Unis, Hutton saisit le tourment intérieur de Mickey. Les Chiricahuas le percevaient comme une gêne et l'accusaient d'avoir déclenché la frénésie meurtrière de Cochise, qui avait causé la mort de 150 personnes en 2 mois. Cependant, concernant la violence, les deux camps faisaient preuve de brutalité et de sauvagerie. Comme l'avait précédemment affirmé David Roberts, les Apaches étaient particulièrement impitoyables. Hutton se souvient des récits d'écorchements et de brûlures infligés à des captifs blancs vivants, ainsi que de la pratique d'écraser les crânes de jeunes enfants contre des pierres pour les éliminer. Dans son livre, Hutton aborde également des sujets semblables. Selon lui, les Apaches représentaient les Vikings du Nouveau Monde, menant des raids, pillant et dépouillant. Ils étaient particulièrement craints durant les conflits et étaient réputés pour leur traitement inhumain des prisonniers. Ils faisaient l'éloge de quiconque possédait l'imagination nécessaire pour concevoir des tortures cruelles. Comme on le disait à la frontière, vous souhaitiez véritablement conserver cette dernière balle. Les Apaches respectaient beaucoup les captifs qui montraient du courage face à la torture. Les Américains se sont montrés tout aussi impitoyables après avoir tué Mangas Colorado Hadas. Sa tête fut décapitée et exposée publiquement. Selon Hutton, tous les acteurs de son ouvrage, espagnols, mexicains, apaches et américains, étaient capables d'une extrême cruauté. Bien qu'il soit vrai que les Apaches semblent avoir une inclination culturelle pour la brutalité, il existait une grande hypocrisie parmi les Américains qui se proclamaient civilisés tout en se livrant à des actes barbares. C'était résolument médiéval. Hutton précise que Crook qualifiait les Apaches de tigres de la race humaine. Ces derniers étaient des combattants redoutables, capables de distancer la cavalerie même à pied. Ils pouvaient décocher 7 flèches dans les airs avant que la première ne touche le sol. Ils connaissaient bien le terrain et savaient comment l'exploiter à leur avantage. Leur extraordinaire mobilité faisait d'eux des experts en guerre de guérilla, comme nous l'envisageons aujourd'hui. En fait, les mémoires des soldats américains exagéraient souvent les capacités des Apaches pour rendre leur propre réussite plus significative. Les Apaches étaient moins nombreux que les Indiens des plaines au nord, ce qui les incitait à être moins enclins à mettre inutilement leur vie en péril. Cependant, au-delà de leur brutalité, les Apaches adhéraient à certaines normes et croyances. La civilisation Apache reposait sur des familles élargies, chaque unité familiale vivant à proximité d'autres groupes semblables. Cela favorisait une unification autour des préoccupations sociales, ecclésiastiques et militaires. Bien que les hommes occupent des postes de leadership au sein de la tribu, les femmes jouaient également un rôle essentiel et avaient l'opportunité d'assumer des responsabilités significatives. Les Apaches avaient leur propre festival et danses caractéristiques qui constituaient un aspect fondamental de leur culture. Par exemple, la danse du lever du soleil était un rite important pratiqué par les jeunes filles pour recevoir des bénédictions lors de leur passage à l'âge adulte. Ils célébraient également la danse de l'esprit de la montagne, durant laquelle les danseurs revêtaient les déguisements de ces créatures. Les Apaches avaient mis en place un ensemble strict de règles pour maintenir l'ordre dans leur civilisation. Les différends entre les membres de la tribu étaient résolus par des enquêtes ou des procès menés par le chef tribal.
tant l'accusé que l'accusateur avaient le droit de faire appel à des témoins, et les témoignages étaient donnés librement, sans recours à des serments. En dehors de la salle d'audience, les Apaches respectaient des normes de conduite qui s'appliquaient à de nombreux aspects de leur vie quotidienne. Ils vénéraient certains lieux, comme le lac Salé, considéré comme sacré, où toute créature ou adversaire ne pouvait être blessée, témoignant ainsi de leur amour pour la terre et l'environnement. L'une des personnalités les plus notoires de l'histoire apache est Geronimo. Né sous le nom de Gull en 1829, il fut témoin du massacre de sa mère, de sa femme et de ses enfants par des soldats mexicains, ce qui alimenta tout au long de sa vie un ardent désir de vengeance. Geronimo se distingua par son courage et son engagement dans la lutte contre les Mexicains, puis contre les forces américaines. Sa vie fut jalonnée de combats, d'évasions et de capitulations. Il devint un emblème de la résistance apache et s'opposa aux tentatives du gouvernement américain de contraindre son peuple dans des réserves. Malgré son statut légendaire, Geronimo passa ses dernières années en tant que célébrité, participant à des foires et festivals dans l'Ouest américain. La lutte des Apaches pour leur survie les mettait en opposition avec les forces des États-Unis, qui cherchaient à étendre leur territoire et à soumettre ce qu'ils considéraient comme des tribus sauvages. Au fil des ans, les conflits entre Apaches et Américains se sont intensifiés, les deux côtés s'adonnant à des atrocités et s'engageant dans de nombreuses confrontations armées. L'hostilité entre les deux parties déboucha sur une série de guerres connues, sous le nom de guerres Apaches, marquées par des effusions de sang, des massacres et des trahisons. Geronimo se leva comme un leader éminent durant cette période, défiant la puissance des forces américaines et devenant un symbole de résilience et de résistance. L'intrusion persistante des Espagnols sur les terres apaches, la domination comanche, la suprématie mexicaine et l'occupation américaine des sites ancestraux apaches maintenaient les Apaches en difficulté. Cependant, c'est le déploiement d'Apaches provenant d'autres tribus en tant qu'éclaireurs qui s'avéra particulièrement dévastateur. Lorsque Geronimo se rendit à Crook, il confia qu'il avait toujours cru pouvoir se battre indéfiniment. Pourtant, lorsque Crook arriva avec son propre peuple, il réalisa qu'il devait soit faire la paix, soit mourir au combat. Crook avait promis à Geronimo qu'après une courte absence, il pourrait rentrer chez lui. Cependant, le gouverneur avait d'autres projets. Après quelques années en Floride, Geronimo fut transféré en Oklahoma, où il décéda. Et c'est tout pour cette vidéo, amis. Partagez votre avis sur la vie de ce dirigeant dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Merci de votre attention.